Le protestantisme a fait, il y a quelques semaines, les grands titres de la presse hebdomadaire. À la suite de la parution du livre de Jean-Pierre Richardot, consacré au peuple protestant de France, et dans lequel il démontrait que les protestants étaient en France plutôt puissants malgré leur petit nombre, un certain nombre d'hebdomadaires, parmi lesquels l'Express, ont tenté de déterminer quel type de rapport pouvait exister entre le protestantisme et le nouveau pouvoir politique. Notre émission était alors déjà en cours de tournage, et il nous est apparu que l'analyse ne s'appliquait pas du tout au cas particulier de la communauté protestante montbéliardaise. La communauté montbéliardaise est luthérienne, issue de la bourgeoisie terrienne du pays de Montbéliard, certes, mais elle ne constitue pas du tout cette société bizarre et presque secrète que voulait suggérer cette série d'articles dans la presse nationale. La communauté montbéliardaise de l'Église évangélique luthérienne constitue une originalité qui s'explique par l'histoire, une partie de l'histoire du pays de Montbéliard. Et c'est pourquoi notre émission comportera une partie historique. Cette communauté essaye de survivre dans cette originalité. Et pas seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Ça n'est pas forcément une question de nombre. Alors avec cette émission spéciale que nous avons voulu comme un reportage à l'intérieur de la communauté protestante montbéliardaise, nous avons tenté de vous offrir également une vision différente du pays de Montbéliard, au site industriel, certes, mais aussi ville chargée d'histoire et de monuments. Je vous remercie encore d'être fidèles à nos émissions et n'hésitez pas à nous faire part de vos encouragements ou de vos critiques, car finalement, la seule chose qui nous intéresse, c'est de vous satisfaire. Alors je vous propose de regarder ensemble cette émission et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Le pays de Montbéliard. Aujourd'hui, près de 200 000 habitants, groupés en 25 communes et tournés vers un même centre d'intérêt, le site industriel le plus important de France, Peugeot. Mais le pays de Montbéliard a une histoire, et dans l'histoire, il a été plus célèbre encore grâce à son originalité religieuse. Montbéliard fut en effet, pendant près de 3 siècles, la capitale d'une église protestante luthérienne, la seule église luthérienne d'expression française qui subsiste aujourd'hui. Tout a commencé par un mariage, le mariage d'une comtesse. Les conséquences religieuses de cette union ne seront connues que plus de 100 ans après. Les écoliers montbéliardais connaissent de la Réforme un nom, Guillaume Farel, et une date, 1524. Guillaume Farel, le protestant calviniste exilé à Bâle, prêche en effet la Réforme sur une banale pierre à trancher les poissons, aujourd'hui monument historique. Mais la Réforme montbéliardaise n'est pas l'œuvre de Farel. Guillaume Farel est venu à Montbéliard prêcher la Réforme. Mais c'est une réforme de très courte durée. Dès 1525, il est obligé de quitter la ville. Et la Réforme ne sera à nouveau prêchée à Montbéliard que par Pierre Toussaint à partir des années 1535 à 1538. Le vrai réformateur montbéliardais, c'est Pierre Toussaint. C'est lui qui installe au cours de cette moitié du XVIe siècle, la réforme dans la ville de Montbéliard, dans ses terres adjacentes, sur l'ensemble de ce qui deviendra à la fin du siècle la principauté. Les Montbéliardais ont toujours parlé français, et le protestantisme montbéliardais, c'est celui de Luther. Ceci s'explique par un mariage qui a mis le pays sous la dépendance de princes wurtembergeois. Ce mariage, c'est celui de la princesse Henriette, de la comtesse Henriette,
avec Eberhard de Wurtemberg à la fin du XIVe siècle. En réalité, de cette période-là, du début du XVe siècle jusqu'à la Révolution française, les souverains montbéliardais ont été des souverains wurtembergeois. Ce sont eux, en effet, qui façonneront le pays de Montbéliard. Encore que la ville ait fait partie des rares cités dotées d'une charte des franchises, et ceci dès 1283. Mais c'est bien Ulrich Ier de Wurtemberg qui appelle Guillaume Farel, puis en 1535, Pierre Toussaint. Le duc Christophe abolit la messe catholique en 1552. Le ont imposé le luthéranisme, mais la paix d'Augsbourg donnera raison au prince en 1555. Cette paix d'Augsbourg de 1555 disait, grosso modo, que la religion serait celle du prince. Le prince était luthérien, les Montbéliardais deviendront luthériens. Une ordonnance ecclésiastique en 1560 installe définitivement, avec toute la structure ecclésiastique, l'église luthérienne du pays de Montbéliard, telle qu'elle existe encore aujourd'hui avec quelques modifications. Alors ça se fait de façon autoritaire. Naturellement. Le prince était une espèce d'évêque sur le pays de Montbéliard lui-même. Preuve de son importance religieuse, Montbéliard est choisi en 1586 pour accueillir un colloque afin de concilier les positions du calvinisme, système théologique qui croit à la prédestination, et celle du luthéranisme, mouvement religieux qui défend la notion de salut par la foi. Ce colloque se soldera par un échec. Frédéric de Wurtemberg impose en 1573 la grande ordonnance ecclésiastique. Elle rend obligatoire la religion luthérienne pour tous les sujets, mais aussi l'enseignement pour tous les enfants. Cette ordonnance sera réaffirmée en 1588 et ce ne sera pas la seule œuvre de Frédéric. Sous son règne, le luthéranisme va prospérer et Montbéliard comptera 2 paroisses à la fin du XVIe siècle. Saint-Mabeuf, qui se trouvait alors dans la cour du château et où l'office était célébré en langue allemande, et Saint-Martin, où l'on célébrait le culte en français. C'est à la place d'une petite église en bois que Frédéric fera édifier la cathédrale du luthéranisme montbéliardais, l'actuel temple Saint-Martin. Et c'est un architecte wurtembergeois, Schickhardt, qui en sera l'auteur. Le temple Saint-Martin reste de nos jours le seul édifice protestant de cette époque qui ait été construit spécialement pour le culte protestant. En raison des guerres de religion, la Cité des Princes accueille de plus en plus de réfugiés religieux et elle compte 3500 habitants. Frédéric fait construire un collège secondaire en 1602, installe la première imprimerie de la ville, un jardin botanique, un musée pour les fouilles de Mandeur. Il fait ériger le pavillon de l'horloge au château, développe le commerce en confirmant les chartes des corporations de la ville. Il pose même la première pierre d'une université appelée Académie. Mais le XVIIe siècle est aussi celui du roi Soleil, qui va mettre un coup d'arrêt à cette prospérité. Oh, le XVIIe siècle, c'est le siècle de la détresse et des jours de tristesse. C'est celui de la guerre de 30 ans qui fait mourir les 3/4 des habitants. C'est celui de la reconstruction après 1650. C'est celui de la conquête de Louis XIV. Et le pays de Montbéliard sera occupé pendant 21 années avant de revenir à son prince, le prince Georges II, à la fin du XVIIe siècle. Le prince Georges II était un prince très pieux. C'est lui qui réorganise le pays. C'est lui qui refait les écoles détruites par la guerre de 30 ans. C'est lui qui reconstitue les paroisses.
Louis XIV a rétabli le catholicisme à Montbéliard. En 1699, Léopold d'Eberhardt calme un peu l'appétit territorial du roi de France en lui reconnaissant la souveraineté sur les terres adjacentes d'Héricourt, Châtelot, Blamont et Clémont. Tout cela aux fins de garder Montbéliard. Le bilan du règne de Léopold d'Eberhardt sera équilibré. Une vie de débauche, certes, mais en contrepartie la survie du luthéranisme et l'installation à Montbéliard des fabuleux fermiers anabaptistes. Le XVIIIe siècle s'annonce heureusement plus riche que le précédent. Les institutions sont en place. Et le pays de Montbéliard a une structure politique, religieuse, tout à fait particulière. La Réforme, en particulier, a installé dans ce pays, dès le XVIe siècle, des écoles primaires pour les garçons et les filles. Il fallait pouvoir lire la Bible. Voilà donc un pays qui va être alphabétisé. La guerre de 30 ans détruit cette œuvre scolaire, mais le prince Georges II l'a reconstruit. On peut dire qu'au début du XVIIIe siècle, il y a des écoles dans tous les villages. Tous les villages de la principauté ont des maîtres d'école et des enfants qui apprennent à lire et à écrire pour pouvoir lire la Bible. Ce qui veut dire que ça n'est pas réservé à une élite, mais que ça se distribue, cette culture se distribue dans le peuple. C'est une culture qui devient populaire. C'est extrêmement intéressant. Dans les inventaires après décès des paysans des villages, on va trouver au XVIIIe siècle des bibliothèques. 5 à 6 livres pieux, certainement, mais des livres tout de même. Les gens ont les mécanismes de la lecture et de l'écriture. Alors bien sûr, s'il y a ce savoir qui est quand même très en avance par rapport au reste de la France, on peut le dire, il va y avoir vraisemblablement une vie à la fois culturelle mais aussi économique, peut-être plus intense. C'est le début de l'essor économique du pays de Montbéliard, indiscutablement. L'agriculture va être modifiée. Les gens étaient dans un très petit pays. Il a fallu trouver d'autres moyens pour subsister, et en particulier améliorer les cultures. Et ils imitèrent les fermiers anabaptistes du prince, cultivèrent des pommes de terre dès le milieu du XVIIIe siècle, élevèrent des vaches, les ancêtres de ces Montbéliardes que l'on connaît. Mais l'industrie me paraît plus importante. Il est à peu près sûr que les Montbéliardais ont eu une certaine aptitude à des raisonnements mécaniques très tôt, depuis le XVIIIe siècle. Et je voudrais m'en expliquer. Bien sûr, il y a des forges, celle de Chagé depuis la fin du XVIe siècle, d'Audincourt au début du XVIIe, mais au XVIIIe, ces Montbéliardais vont avoir des métiers à tisser dans toutes les maisons, vont tisser des verpelures, vont travailler sur des petits objets, faire de l'horlogerie. Et c'est le moment d'annoncer, bien sûr, la naissance de cette proto-industrie montbéliardaise avec Japy de Beaucourt à la fin du siècle. Et puis les Peugeot sont déjà dans l'œuf, ils sont devant Doncourt, ils vont aller à Hérimoncourt à la fin du siècle. Toutes les données du futur développement économique et industriel du pays de Montbéliard se trouvent déjà enracinées. C'est dans ce siècle des Lumières que naît Georges Cuvier en 1769. Cuvier connaîtra tous les honneurs, sous tous les régimes, de la République à la monarchie de Juillet, en passant par l'Empire. Georges Cuvier sera le créateur de l'anatomie comparée et de la paléontologie. Curieusement, Montbéliard ne connaît pas de grands littérateurs. Ses esprits forts sont plutôt scientifiques, peut-être parce que la religion imposait une foi méthodique fondée sur la lecture de la Bible. En 1793, la Convention avait opéré le rattachement de Montbéliard à la France. Le temple Saint-Martin fut même un instant converti en temple de la raison. Mais il restait la culture et le savoir-faire des protestants. Le 19e siècle sera celui de l'industrialisation et le pays de Montbéliard saura saisir sa chance. À Héricourt, en 1811, la famille des pasteurs Méquillet s'unit à la famille Nobleau pour développer un établissement de teinture de textile. Un atelier d'impression verra le jour qui connaîtra vers 1850 un succès commercial considérable.
Les impressions étaient bien sûr effectuées à la main grâce à des planches de bois incrustées de laiton. C'est au XIXe siècle que l'on trouve la première trace des cales à diéry. Le diéry, c'était à l'époque le chignon que portaient les diéchottes. Aujourd'hui, le mot désigne la coiffe, richement brodée, que toute maîtresse de maison se faisait un honneur d'exécuter. La communauté protestante se maintient. Les temples sont érigés dans tous les villages du pays de Montbéliard. Les luthériens peuvent légitimement croire à leur puissance. En réalité, l'église luthérienne est contestée par des dissidents qui possèdent même à cette époque leur propre lieu de culte. Mais plus que la contestation, c'est la réussite qui mettra fin à la domination des luthériens dans le pays de Montbéliard. L'industrialisation a attiré une main-d'œuvre de confession catholique. En 1850, ils étaient déjà 11 000. En 1900, on compte 32 000 catholiques pour 40 000 protestants. Les deux communautés sont presque à égalité. La construction de la nouvelle église Saint-Mabeuf, qui s'élève sur les ruines de l'Académie, illustre bien le défi lancé par le catholicisme au petit clocher de Saint-Martin. Le pays de Montbéliard va subir au XIXe siècle une métamorphose par l'industrialisation. C'est la poussée de Japy, de Peugeot, de Mequillet-Noblo, etc. Et le pays va se trouver complètement transformé par des afflux de main-d'œuvre extraordinaires qui changent du tout au tout la configuration du pays et sa population. Si bien que les luthériens qui étaient majoritaires le seront encore jusque vers 1890. Et puis, progressivement, vont perdre peu à peu leur majorité pour devenir peu à peu des minoritaires. Mais avant cela, il est peut-être intéressant de préciser que, de toute façon, pendant tout le XIXe siècle, les luthériens possèdent la terre, ce sont les paysans des villages. Ils possèdent les usines, ce sont les industriels. Et ils possèdent aussi le pouvoir politique, tout au moins le pouvoir municipal. Tout leur appartient. Et les catholiques ont une situation assez diminuée. Alors les protestants, à partir de cette situation, eh bien, s'enferment dans une sorte de confort et ne voient pas ce qui est en train de leur arriver. J'ai l'impression que l'Église n'a rien compris à la métamorphose sociale du XIXe siècle. Au lieu de jouer le jeu de cette masse ouvrière qui submergeait le pays, elle a joué le jeu d'un patronat paternaliste et de ce fait semble avoir manqué le terrain d'évangélisation qu'elle aurait pu avoir. Si bien que en 1906, lorsque se produit la séparation de l'Église et de l'État, c'est une Église qui se structure sur elle-même et qui est déjà en perte de vitesse. Le XXe siècle, et en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, a encore accéléré le phénomène d'industrialisation. La communauté luthérienne du pays de Montbéliard est devenue très minoritaire. 1 protestant pour 10 habitants. Le pays compte aujourd'hui une forte majorité de catholiques, une minorité de musulmans et une foultitude d'indifférents. Au milieu de tout cela, l'Église évangélique luthérienne de France est cependant toujours vivante à Montbéliard. Le temple Saint-Martin reste la cathédrale des 30 000 luthériens du pays de Montbéliard. Mais c'est une cathédrale austère, avare de décoration, conformément à la tradition. Le culte fait une large place au cantique. C'est un trait commun aux églises protestantes.
La lecture de l'Évangile est un autre temps fort de l'office, avant la prédication. Toujours en rapport direct avec les événements de la société et du monde, l'homélie est cependant suscitée par la Bible, ce livre très ancien. L'Esprit Saint vient sur ce qui est socialement sans valeur, voire méprisable, fils et surtout filles qui n'ont pas voix au chapitre, anciens vieillards dévalués, oui vieillards du 4e ou du 5e âge qu'on ne peut même plus exploiter, mais qui sont à charge, serviteurs et servantes, petit peuple sans défense, sans culture, sans intérêt autre que de produire de la richesse pour les privilégiés. Tel est l'éclairage donné par Joël à l'événement de Pentecôte, ombre et lumière mêlées, mais un message qui s'achève sur une espérance ouverte à tous, à tout homme. Il y aura des rescapés. Ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Ceux que l'Éternel appellera. Nous demandons qui? Mais tous ceux à qui l'Évangile est aujourd'hui annoncé et qui écoutent et qui répondent et qui disent oui, vous, moi, tout homme, si nous disons oui, quand nous disons oui. Le temps de Pentecôte est aussi celui où Dieu fait proclamer son évangile par toute la terre et où tout homme peut devenir un rescapé, un survivant. Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. L'office de Pentecôte se termine par une communion, réminiscence de la Sainte Seine. Saint est Dieu le Père, Saint est Dieu le Fils, Saint est Dieu le Saint-Esprit, dit la préface de la communion. Et dans les prières, on n'invoque jamais que le Seigneur. Chez les protestants, Marie n'est que Marie, mère de Jésus, et le Christ n'est pas représenté dans les temples. L'important, c'est la résurrection, et c'est pourquoi la croix est nue. Le pays de Montbéliard marque dans ce domaine encore son originalité. Les luthériens allemands, moins iconoclastes, ont conservé des Christs en croix dans leurs églises. Mais le protestantisme montbéliardais a gardé la marque du calvinisme de ses débuts. L'inspection ecclésiastique de Montbéliard, chez les catholiques on dirait le diocèse,
a largement débordé le pays pour englober les arrondissements de Vesoul et Lure en Haute-Saône, de Mèche et de Baume-les-Dames dans le Doubs et la totalité du territoire de Belfort. Et là, son journal et son organisation est particulière. Le principe de base, c'est que les personnes qui sont en situation de responsabilité ne prennent jamais seules les décisions, mais que dans notre système d'organisation d'Église, qu'on appelle d'un mot un peu compliqué système presbytérien synodal, il y a toujours un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes est généralement, quel que soit le niveau que l'on considère, composé d'une partie de laïcs et d'une partie de pasteurs. C'est ainsi que notre synode régional, qui est l'instance décisionnelle un peu suprême, eh bien, se trouve être composé d'une centaine de personnes, où là-dedans, il y a 2 tiers de laïcs et 1 tiers de pasteurs. Et c'est le synode qui prend les grandes orientations concernant la vie d'ensemble de cette Église. Et puis, entre-temps, se réunit ce que l'on appelle une commission synodale composée d'une 15aine de personnes qui ont été élues par ce synode pour un mandat de 3 ans et qui, mois après mois, se réunissent pour faire vivre, en quelque sorte, cette Église entre 2 sessions synodales. Alors, l'Église protestante et luthérienne est caractérisée par une certaine décentralisation. Que se passe-t-il, par exemple, au niveau d'une paroisse ? Est-ce qu'il y a des instances au niveau d'une paroisse ? Alors, vous avez l'équivalent de ce qui se passe déjà au synode, c'est-à-dire qu'au niveau de la paroisse, le pasteur n'est pas là seul à prendre des décisions, mais qu'il est automatiquement entouré d'un conseil presbytéral qui, lui, se trouve être élu par l'Assemblée générale de la paroisse. Pour Martin Luther, le mariage devait être considéré comme un don de Dieu. Les pasteurs